chers compatriotes, Nelson Mandela nous a réunis. Et c'est ensemble que nous lui ferons nos adieux. Des funérailles d'État vont être organisées pour notre Madiba bien-aimé. J'ai donné l'ordre que tous les drapeaux de la République d'Afrique du Sud soient en berne, et ce, à partir de demain. Je me suis battu contre la domination blanche. Je me suis battu contre la domination noire. Je chéris l'idéal d'une société libre et démocratique où toutes les personnes vivent en harmonie avec les mêmes chances. C'est un idéal pour lequel je vis et que j'espère réaliser, mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. De nombreuses personnes dans le monde entier ont été inspirées par son combat pour la dignité humaine, l'égalité et la liberté. Il a personnellement touché chacune de nos vies. Ce soir, l'une des lumières les plus éclatantes de notre temps s'est éteinte. Il n'était pas simplement un héros de notre époque, mais un héros dans l'absolu. Il y a des personnes qu'on n'aimerait jamais voir disparaître. Nelson Mandela, c'est précisément une de ces personnes, un très grand homme, qui a laissé un exemple. Par voie de communiqué, Angela Merkel et François Hollande ont réagi. Le président français a salué un résistant exceptionnel, un conquérant magnifique. Est-ce que nous voulons créer un mémorial pour lui? Set up a memorial for him. Je pense qu'il ne voudrait pas quelque chose en pierre. Something in stone. Ultimately, finalement, ce qu'il voudrait, c'est que nous, les Sud-Africains, soyons son mémorial. To be his memorial. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial Mandela sur la télé républicaine. L'annonce du décès de Nelson Mandela a donc provoqué une déferlante de réactions parmi le chef d'État du monde entier. Deux drapeaux seront donc en berne dans de nombreux pays, dont la France et les États-Unis. Les grandes personnalités de ce monde ont eu la chance, bien sûr, de donner leur première réaction. Il s'agit du président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, de Dalai Lama, de San Suu, qui est donc chef de l'opposition birmane. Il y a eu également la reine Elisabeth, Frédéric de Klerk, ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, et Herman Van Rompuy, président bien sûr de la Commission de l'Union européenne. Et puis François Hollande, qui est président de la République française. Alors, pour parler de ce grand événement sur ce décès de l'icône de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, l'homme qui a fait 27 ans en prison, j'ai sur ce plateau professeur Boubangui Betoukani Gilbert. Il est donc professeur à l'université de Kinshasa. Professeur, bonjour. Bonjour, Oscar. En face de lui, M. Frédéric Mulumba Kaboyi-Wabondo. Frédéric, bonjour. Bonjour, bienvenue. Voilà, vous n'êtes pas présenté parce que c'est presque tout le monde qui vous connaît. D'accord, pour ce combat comme celui de Nelson Mandela. Je vais commencer par vous, professeur, après avoir suivi ces images, l'annonce de la mort de Nelson Mandela. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre première réaction? Ben, écoute, c'est depuis déjà quelques mois que nous savions que Madiba, c'est comme ça qu'on l'appelait, affectueusement, n'allait pas bien. Et il y a 2 jours à peu près, je crois, ses enfants sont passés à la télé pour dire qu'en fait, il était sur le lit de mort. La première réaction, même si on s'attendait un peu, même si connaissant l'homme, son parcours, la lutte qui a été la sienne, on pouvait se dire, voilà, le temps est venu qu'il aille se reposer. Mais ça fait toujours mal, oui, de savoir
qu'on n'entendra plus sa voix, qu'on ne le verra plus danser comme il savait le faire, son sourire, ses chemises à fleurs qui le caractérisaient, bref, qui ne sera plus là dans ces décors, même s'il reste profondément au fond de nous-mêmes, même si, comme vous veniez de le dire, le monde entier, à l'unanimité, salue le parcours, la vie de cet homme qui a été si exemplaire, qui a fait la fierté de son pays d'abord, mais aussi de l'Afrique. Ça fait mal, si vous voulez savoir, ça fait mal de savoir qu'il n'est plus là, même si on s'y attendait. D'accord, il n'est plus là. Freddy Mulumba, qu'est-ce qu'on peut retenir, bien sûr, de cet homme? Si aujourd'hui il y avait une élection planétaire, je crois s'il avait déposé sa candidature, je crois que c'est le monde entier qui allait l'élire. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de Nelson Mandela? Oui, ce qui est frappant avec Mandela, c'est de voir que c'est le monde entier qui pleure Mandela. On devrait quand même s'interroger pourquoi cet homme a réussi à mobiliser le monde entier de son côté. Alors que quand on voit dans d'autres pays africains, quand on meurt, on a tendance à jeter les cadavres dans les ravins, dans l'eau. Il faut relever que Mandela, c'est un homme complet. Un homme complet qui a su gérer sa culture africaine, mais aussi la culture occidentale. L'homme a eu une très bonne éducation de famille, parce qu'il faut dire que c'est un fils d'un chef. Avant d'aller à l'école, il avait l'habitude d'être instruit, il est initié aux valeurs africaines, ce qui a fait sa grandeur. Mais il est resté un homme ouvert sur le monde, en apprenant ce que l'Occident a amené. Et il a essayé un peu de faire la symbiose. Ce qui a expliqué qu'il n'a pas eu l'attitude de vengeance. Il était un grand réconciliateur. Et ce qui lui donne un peu cette image d'un grand homme humble, modeste et honnête. Je pense que c'est les gens d'hommes politiques, peut-être, mais aujourd'hui qu'il est mort, que tous les gens, donc ceux qui veulent faire la politique, doivent se référer. D'ailleurs, Obama l'a dit dans sa déclaration. Il a expliqué que c'est un homme qui s'est battu contre les Blancs. C'était son discours qu'il avait fait au tribunal. Il s'est battu contre les Blancs, il s'est battu contre la domination blanche, la domination noire. Mais c'est un homme qui aime la liberté. Un homme qui aime la liberté. Et ça a marqué beaucoup plus Obama. Parce qu'Obama, en disant qu'il est entré en politique par la première manifestation anti-apartheid. C'est ainsi que Mandela l'a beaucoup marqué. Et même s'il est mort, il pourra toujours se référer à Mandela. Il va toujours se référer à Mandela. Obama lui-même a dit « Prenons le temps d'être reconnaissants pour le simple fait que Mandela ait vécu ». Professeur Gilbert, où est-ce que Mandela a tiré tout ce qu'il a légué aujourd'hui au monde entier, à la nation sud-africaine? Mandela qui était né dans la campagne, après ses études, il a eu ce courage de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Mais c'est un peu le parcours des hommes exceptionnels, hein, qui ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Hein. Quand vous voyez comment cet homme a commencé sa lutte, alors que il pouvait très bien continuer à... Il venait à peine de se marier, il avait une petite vie de famille, une petite maison à Soweto. On peut encore voir cette petite maison. Quand vous y allez, d'ailleurs, vous voyez, la petite maison est là avec une petite table de jardin en fer. On a vraiment tout disposé. Il pouvait rester tranquille comme beaucoup. Mais vous demandez d'où vient sa force. Moi, je crois que c'est une force d'abord de quelqu'un qui n'a pas accepté l'injustice. Hein, que certaines personnes puissent s'arroger tout le droit et que la majorité de la population puisse souffrir, vivre dans la misère comme vivait. Donc il y a d'abord ça, un homme qui s'est levé,
qui s'est levé contre l'injustice, qui s'est levé contre tous ceux qui brimaient les autres, en fait. Parce que c'est un homme d'abord qui aimait son pays. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut souligner. Donc, ce qui est à la base de sa lutte, je crois, ce sont des valeurs qui sont humaines, d'ailleurs, qui sont saluées aujourd'hui par le monde entier. Et ce sont ces valeurs-là qui ont fait qu'il ne pouvait pas supporter rester tranquille, collaborer avec des bourreaux, avec une politique abjecte qui était celle de l'apartheid. Il s'est levé contre ça. Il n'était pas seul, évidemment. Il y avait Oliver Tambo et d'autres. Et pourquoi les autres là ne sont pas aussi devenus des héros? Il n'y a que Mandela seul qui aujourd'hui est connu presque partout, alors que la lutte n'était pas menée seulement par Mandela. Non, il ne faut pas dire ça. Et quand vous allez en Afrique du Sud et que vous fréquentez les Sud-Africains eux-mêmes, vous entendrez un autre son de cloche. Des gens comme Oliver Tambo et les autres ont été aussi importants dans cette lutte-là, des personnages remarquables. Et peut-être qu'ils étaient beaucoup trop radicaux, peut-être aussi. Ce qui a fait que Mandela, c'est aussi le fait qu'il était capable de composer, capable de reconnaître. D'ailleurs, vous voyez pourquoi, c'est le sens de la question que vous posez. Comment se fait-il que aujourd'hui le monde entier, à un certain moment, si quelqu'un atteint un tel niveau d'humanité, où on ne voit pas que la haine en lui. Ce matin, je suis encore, on a interrogé celui qui était président avant lui, De Klerk. De Klerk dit que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'amertume. Vous voyez, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, il avait encore la force de tendre la main, il avait encore la force de pardonner à ses bourreaux. Et dernièrement, je lisais d'ailleurs même sur lui, il y avait un gardien. Un gardien, là où il vivait sur l'île, là, en prison, qui était, je crois, poursuivi en justice ou quelque chose comme ça. Lui, comme étant quelqu'un qui avait étudié le droit, a aidé son gardien, en fait, à pouvoir préparer sa plaidoirie. Et cet homme témoigne ça aujourd'hui. Vous imaginez, c'est quand même remarquable. C'est ça qui fait que quand quelqu'un a dépassé tout ce que nous, humains, nous pouvons trouver d'intérêt subjectif, il se hisse à un niveau... Donc c'est un illuminé? Non, pas tout à fait illuminé. Il se hisse à un niveau où on ne peut que s'incliner parce qu'il n'est pas dans des turpitudes liées au pouvoir comme nous voyons aujourd'hui, où on ne cherche qu'à amasser de l'argent... Après, on ne sait même pas quoi en faire, où on ne cherche que sa propre renommée, où on cherche... Non. Lui, il s'est situé à un autre niveau. Et ce niveau-là fait qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît. Il y a des hommes comme ça dans ce monde. Vous voyez des gens comme Mère Teresa. Ils font l'unanimité. Pourquoi? C'est parce qu'au-delà de tout ce qui peut être comme différence de ce qui nous constitue, ils peuvent dépasser toutes ces différences-là et se situer à un autre niveau. Je crois que Mandela est de ces hommes-là qui a donné une leçon au monde entier, une vraie leçon, de dire c'est pas la couleur de la peau, de dire c'est pas des origines, de dire c'est pas l'argent, mais c'est d'abord l'homme qu'il faut voir. Et il a compris que l'Afrique du Sud pouvait être ce pays, à la fois des Noirs, des Blancs, des Indiens, de tout le monde, et de construire quelque chose qui fait l'admiration de l'Afrique. Freddy, le 27 ans passé en prison, on peut dire aujourd'hui que ça a aussi permis à Mandela de se façonner pour avoir une idée claire et aussi éclairer sa vision, la lutte pour la liberté. Non, je pense que Mandela savait ce qu'il faisait. Pour ceux qui ont suivi son discours, c'est ce que déjà que Obama avait repris. Il s'est battu contre la domination blanche, il s'est battu contre la domination noire. Il veut une société libre. Donc c'était son discours très clair quand il a été au tribunal. Mais ce qui est intéressant, parce que vous avez de poser la question au professeur Mbangui concernant pourquoi Mandela est le seul. Je pense qu'on peut prendre certaines hypothèses. La première hypothèse, c'est que d'abord c'est un fils de roi. C'est un fils de chef coutumier, comme on peut dire, un fils de roi Tembo.
Il avait déjà une certaine éducation, une certaine responsabilité. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui a fait les droits. Il a été très brillant. Il était avocat. Donc c'est quelqu'un qui, peut-être devant les caméras, il parlait, il maîtrisait très bien la manière de communiquer. Mais ce qui est important dans sa lutte, il a écrit une lettre à Mabuto Bahala. Je vais un peu lire cette lettre, une partie. Mandela dit ceci à la personne: je vois l'explication de ton rêve dans le simple fait que tu lis plus profondément les leçons de l'histoire de nos ancêtres. Tu considères leurs actes héroïques au cours de ces siècles immortels de lutte comme un modèle de la vie que nous devrions suivre aujourd'hui. Quand leur pays était menacé, ils faisaient preuve d'un patriotisme de plus ardent. Donc Mandela tire sa force dans l'histoire. Il y a encore quelque part là qu'il dit: nous héritons d'une tradition qui nous commande de nous battre et de mourir pour les idées les plus nobles. Donc l'homme savait ce qu'il faisait et où il partait. Encore une lecture sur l'Occident, dans certains résumés qu'on donne ici. Il dit ceci: la civilisation occidentale n'a pas entièrement effacé mes origines africaines. Et je n'ai pas oublié les jours de mon enfance, quand nous nous regroupions autour des aînés de la communauté pour écouter leurs trésors de sagesse et de l'expérience. C'est la coutume traditionnelle de nos aïeux, celle de l'école où nous avons reçu notre instruction. Je respecte toujours les anciens et j'aime parler avec eux du temps jadis, quand nous avions notre propre gouvernement et quand nous vivions librement. Donc, cette force vient de l'histoire. Cette histoire qu'il a apprise, comme chez nous au village, il y a toujours des gens qui racontent l'histoire des anciens, on vous raconte des héros, ce qui fait qu'il a grandi avec ça. Il ne pouvait pas accepter qu'un blanc vienne lui donner des ordres, et il a compris l'essence de la liberté, et surtout qu'il a fait les droits. Je pense que Mandela, c'est un cas exceptionnel dans l'histoire. Parce qu'après 27 ans de prison, l'homme sort égal à lui-même. Il n'a pas changé de discours. Mais il ne faut pas oublier, il y a eu d'autres qui ont trahi, c'est qu'on ne veut pas dire. Mandela est resté le même jusqu'au bout. D'autres ont trahi. Ils ont accepté l'argent du gouvernement de l'apartheid pour lutter contre l'ANC. Mais comment Mandela sont arrivés là-bas? Parce que quand on parle d'Olivier Tambo et les autres, c'est vrai, ils existaient. Il y avait l'ANC qui était presque en difficulté. Et Mandela et les autres ont décidé de faire, donc d'abord la jeunesse de l'ANC pour prôner la lutte armée. C'est grâce à la lutte armée aujourd'hui que l'ANC et Mandela, on parle de lui. Donc c'est une leçon de l'histoire. Tout est question de rapport de force. Il a tiré les leçons, il a dit ok, comme nos amis ne comprennent pas, on prend les armes, comme ça on finira par négocier. Aujourd'hui, l'histoire lui reconnaît, mais on oublie aussi qu'il a commis aussi des bêtises. Ah oui, on va en parler. Alors, professeur Gilbert, Mandela est libéré. 2 ou 3 ans après, il est élu président d'Afrique du Sud. Il prend le pouvoir. Toutes les terres que les Noirs, plutôt que les Blancs occupaient, il laisse. Il ne fait absolument rien. Il demande aux militants de l'ANC de déposer les armes et puis de faire une lutte, non, de penser à la démocratie. Ce symbolisme est plus fort au point que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne comprennent même pas aujourd'hui même la vision de Mandela. Alors aujourd'hui qu'il est parti, est-ce que cette vision peut se pérenniser dans la République sud-africaine? Qui l'aurait cru qu'on aurait un pays comme ça, hein, un pays à la fois des Noirs et des Blancs, qui se reconnaissent tous, hein, derrière le même drapeau, l'hymne national et tout le reste. Je crois que Mandela, comme nous le disions, c'était un visionnaire. Il savait quels étaient les démons de ces pays-là. Il savait quelles étaient les forces, mais aussi les faiblesses de ces pays-là. Et que par où il fallait commencer.
Ce n'était pas évident du tout, ce qu'il a fait. C'est pas qu'il n'a jamais reconnu le problème des terres, comme ce qui se passe au Zimbabwe. Il le sait, c'est un problème qui reste. Un problème qu'on devra résoudre en Afrique du Sud un jour ou l'autre. C'est pas qu'il n'a pas, mais il fallait d'abord sauver l'essentiel. Construire d'abord. Après, vous pourrez vous retrouver pour parler d'autre chose. Moi, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un, comme disait Freddy tout à l'heure, qui savait où il allait. Il fallait d'abord les fondamentaux. Il fallait d'abord construire. Il fallait d'abord qu'il y ait une démocratie avec une alternance qui se passe de façon paisible. Alors, on pourrait traiter d'autres problèmes. Ce n'est pas qu'il a ignoré ces problèmes-là, mais il ne pouvait pas prendre tous les problèmes en même temps. Ça, c'est aussi parfois un péché qui fait que souvent nous sombrons très facilement en essayant de tout embrasser en même temps. Mais il faut consolider d'abord, oui, et puis après. Il y a le Dalai Lama qui dit ceci: le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre est de faire tout ce que nous pouvons pour contribuer au respect de l'unité et travailler à la paix et à la réconciliation comme il l'a fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Freddy, que l'Afrique du Sud est unie? Oui, avant d'arriver à ça, pour soutenir ce que le prof dit, je vais lire quelque chose ici dans son livre Conversation de Nelson Mandela avec moi-même. C'est un livre qui est préfacé par Barack Obama. Il dit ceci: seuls les hommes politiques qui gardent les bras croisés sont à l'abri des erreurs. Les erreurs sont inhérentes à l'action politique. Celui qui est au centre d'une lutte politique, qui doit répondre à des problèmes pratiques pressants sans avoir le temps de la réflexion, et alors qu'aucun précédent ne peut les guider, celui-là est amené à faire de nombreuses erreurs. Mais avec le temps, et pour peu qu'il soit souple d'esprit et disposé à examiner son travail avec un œil critique, il finit par acquérir l'expérience nécessaire, par devenir assez prévoyant pour éviter les embûches ordinaires et maintenir le cap dans les multitudes d'événements. Je pense que ce que le prof a dit, c'est très clair. Mandela savait qu'il y avait des problèmes. Peut-être, nous avons une autre image ici. En Afrique du Sud, il y a peut-être d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Ce qui est normal, parce que nous, c'est à travers les livres, à travers les médias, qu'on sait que Mandela est grand. Est-ce que sur place, les gens pensent comme ça, ou bien pensent que c'est toujours la communauté, comme vous parlez d'Olivier Tambo et les autres, qui ont contribué, et puis Mandela est sorti comme le porte-parole en quelque sorte de toute cette lutte. L'Afrique du Sud, je doute fort qu'après Mandela, que l'Afrique du Sud connaisse encore une unité. Pourquoi? Parce que les élites qui sont actuellement au pouvoir sont des élites justeuses. Ce ne sont pas des gens à la trempe de Mandela. Beki, il a fait de grandes études. Mais on a l'impression que Beki a beaucoup roulé pour les capitalistes sud-africains blancs et tous les anglo-saxons qui ont la main, qui contrôlent encore l'économie sud-africaine. Vous avez aujourd'hui Zuma, qui est difficile à comprendre que nous sommes dans un monde d'imitation, qui, ses frères et ses enfants, ont constitué une nouvelle classe d'hommes d'affaires, une bourgeoisie, quelque sorte de comprador, coupée de la masse noire sud-africaine. Et vous verrez, il y a un jeune garçon qui était l'ANC, qu'on a exclu, qui a postulé. Je pense que celui-là va peut-être mobiliser tout le dessus de l'ANC. Et là, ça sera une cassure directe entre la vieille classe et la nouvelle classe politique sud-africaine. Mais il faut parler aussi des terres. Je sais que jusqu'à présent, les Africains blancs ne sont pas encore touchés. Parce que c'est eux qui gardent toute l'économie. Mandela a fait son tas, c'était normal. Quand il faut commencer, c'est un processus, il faut aller petit à petit, on ne peut pas tout changer en un jour. Est-ce que ceux qui viendront vont suivre ce processus calmement ou bien vont brusquer? Est-ce que les Occidentaux, les Blancs sud-africains, vont-ils accepter de céder des terres aux Noirs? Et c'est là, il y aura beaucoup de problèmes, et c'est là où l'Afrique du Sud aura difficile à suivre. Parce que les Blancs qui ont des terres là ne veulent même pas remettre. On les voit au Zimbabwe. Dès qu'on demande aux Blancs, fermiers blancs zimbabwéens, remettez des terres aux Noirs, ah non,
L'autre, le président zimbabwéen, Mugabe, c'est un dictateur. On commence à lui faire des problèmes. Donc tous les blancs européens sont derrière ces gens, ces blancs zimbabwéens pour attaquer Mugabe. Donc les problèmes sud-africains à venir seraient les problèmes de redistribution des terres. Est-ce que les blancs vont accepter que les noirs, qu'on pensait être des gens inférieurs, aient accès à ces terres? Est-ce que les blancs vont accepter de libérer leur imaginaire? Parce que quelqu'un qui a grandi, on dit mais ça c'était un macaque. Comment dans 10 ans, 20 ans, même après 2 générations, qu'il puisse changer, qu'il accepte qu'il est noir, c'est un humain comme lui? Je pense que c'est ça les véritables défis à relever. Et là, ça dépend maintenant des élites africaines, surtout les intellectuels, blancs tout comme noirs, qui doivent comprendre que qu'ils soient noirs ou blancs, la loi c'est pour tout le monde, il faut répartir les revenus, il faut répartir les richesses. Mais pour le moment, je doute très fort que les blancs acceptent ce partage des terres. Alors, on va suivre ça. Professeur Gilbert, on a parlé beaucoup de Mandela, tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud, son pays, qu'il aimait tant. Alors, quelle a été son intervention dans certaines crises qu'a connues l'Afrique pendant tout ce temps ici? Oui, comme on dit, là, nous venions d'apprendre qu'il est mort. Donc, nous sommes encore en train de pleurer. Ce n'est pas le jour pour pouvoir dire des choses. Généralement, on est consensuel. Hein, pendant le deuil, on essaie de mettre en lumière tous les biens que quelqu'un a fait. Oui, par exemple en Afrique. Quitte après à pouvoir ressortir. Peut-être que ce débat-là, nous pourrons l'avoir dans une semaine, dans 2 semaines, quand tout ça serait passé. C'est vraiment pas le moment. Mais en tant que Congolais, je pense quand même que nous rappelons tous l'épisode de la rencontre du président Musée Laurent Désiré Kabila et de Mobutu, hein, sous la médiation justement de Mandela, qui a voulu qu'il y ait une passation de pouvoir ou une sorte de réconciliation entre ces 2 dirigeants. Et cela s'est mal passé. Je crois que par rapport, en tant que Congolais, par rapport à notre pays, avec tout ce qui s'est passé, Sun City et tout le reste, le président Mandela a quand même une certaine responsabilité là-dessus. Mais comme je disais, c'est pas le jour pour pouvoir faire cet inventaire-là, mais il y aurait beaucoup, tu peux me croire, beaucoup de choses à dire là-dessus. D'accord. Voilà. Alors, Freddy Mulumba, la même question par rapport à pour tout Africain en dehors de l'Afrique du Sud, tout autre Africain, qu'est-ce qu'il peut retenir de Mandela? Oui, je pense qu'il y a 2 Mandela. Le Mandela, le leader qui s'est battu pour libérer les Noirs en Afrique du Sud, la domination blanche, et qui a fait 27 ans. Il y a Mandela, 27 ans de prison, pardon, il y a Mandela, l'homme politique. Je pense qu'en tant que leader, il a réussi. Mais en tant qu'homme politique, je pense qu'il y a encore à boire et à manger. Parce que quand on est en politique, on défend les intérêts. Donc Mandela défendait les intérêts de son pays. Mais ces intérêts de son pays ne sont pas les intérêts des Noirs. Ce sont les intérêts des Occidentaux. Donc actuellement, l'Afrique du Sud apparaît comme le seul pays où les Anglo-Saxons donc, comme la voie d'entrée des Anglo-Saxons en Afrique. Et on fait jouer l'Afrique du Sud actuellement un rôle important dans les décisions. Parce que quand vous prenez, regardez un peu, vous prenez les BRICS, donc les pays émergents. L'Afrique du Sud n'a pas la capacité de les pays émergents. Mais l'Occident capitaliste a fait par tous les moyens que l'Afrique du Sud soit considérée comme un pays émergent pour parler au nom de toute l'Afrique. Alors, sur le plan des éléments de puissance, il n'a pas de grande population. Et puis, l'Afrique du Sud est au coin de l'Afrique là-bas, donc on peut parler dans les pieds de l'Afrique. Et puis, une société qui n'est pas encore, pas homogène, mais qui n'a pas encore résolu beaucoup de problèmes. Même quand on regarde, on le compare à d'autres pays émergents, l'Afrique du Sud ne pèse pas. Mais on l'a mis là-bas par les Anglo-Saxons pour représenter l'Afrique. Et à partir de l'Afrique du Sud, on peut facilement contrôler les richesses du Congo,
de l'Afrique et contrôler aussi les richesses de l'Afrique du Sud. Comme ça, les Blancs sud-africains seront tranquilles parce que la plupart des investissements là-bas sont britanniques, donc anglo-américains et autres. Donc, ce côté-là, en tant qu'homme politique, on comprend. Mais le drame maintenant pour l'Afrique du Sud, on ne parle pas de Mandela parce que maintenant il n'est pas là. Comme maintenant l'Afrique du Sud joue les jeux de puissances étrangères, hein, donc il fait la procuration, il gère les intérêts par procuration. Ça risque d'être un handicap pour le développement de l'Afrique parce que nous tenons à ce que l'Afrique devienne les États-Unis d'Afrique. Or, en voyant la situation de l'Afrique du Sud, je vois très mal que les Blancs qui sont sud-africains, tous les capitalistes qui sont là-bas, acceptent que l'Afrique du Sud devienne un État comme les autres États africains pour construire un nouvel État africain, un État fédéral africain. Je doute fort. Donc, en tant qu'homme politique, il y a à boire et à manger. Je pense que le prof a expliqué la situation du Congo. Mais en tant que leader, je pense qu'il a marqué l'histoire, sur le plan moral, l'histoire de l'humanité. Mais on laissera encore les historiens faire écrire parce qu'il y a l'histoire officielle. Et puis, il y a la véritable histoire. Quand on va écrire l'histoire libre, là, on saura est-ce que Quand Mandela, on va faire l'inventaire. Mandela a marqué l'histoire de l'Afrique ou pas. D'accord, on va pouvoir chuter. Professeur, je voudrais que vous puissiez placer un dernier mot par rapport à cet événement, le décès de Nelson Mandela. Oui, l'Afrique du Sud, l'Afrique elle-même, le monde entier pleure un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire récente, de par un homme exemplaire. Je pense que l'Afrique du Sud pourra toujours se souvenir de Mandela et aller de l'avant. Tout à l'heure, mon ami Freddy disait que ce sera difficile que l'Afrique du Sud puisse ne pas se... Mais je crois que dans tous les pays, on a toujours besoin des gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné l'exemple. Vous prenez chez nous, pourquoi les héros, c'est les Lumumba, c'est des gens comme ça qui sont morts. Vous ne pouvez pas faire dans ces pays n'importe quoi parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc, en Afrique du Sud aussi, Mandela, c'est le père de la démocratie, le père de la nouvelle Afrique du Sud en tant que pays, Et je pense que ça, la grande leçon qu'il nous laisse, c'est d'abord une leçon pour toute l'Afrique par rapport au pouvoir. Voilà un homme qui, à la sortie pour tout ce qu'il symbolisait, tout ce qu'il représentait, a su dire non, moi je n'ai besoin que d'un mandat, et puis il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, il n'était pas là tout le temps à intervenir pour mettre en difficulté ceux qui lui ont succédé. Non, il est resté comme un sage dans son coin, que les autres allaient consulter, et il a travaillé pour l'unité de son parti, pour l'unité de son pays, et il a continué à régner dans le monde entier à faire du bien. Il ne s'était même pas interféré. Non, c'est un exemple terrible. Je pense que par rapport à ça, il nous laisse là un témoignage poignant, il nous laisse là un exemple qui devrait, à mon avis, servir à tous les dirigeants africains de se dire, voilà, comment on peut servir son pays, servir son peuple, comment on peut vivre d'ailleurs en tant que citoyen dans un pays qu'on aime. Je crois que là, c'est un exemple. D'accord. Est-ce que Freddy, on peut s'attendre à un autre Mandela? Ah non, vous savez, ce sont des gens exceptionnels. Ils arrivent peut-être après un siècle. C'est un cas, ce sont des cas rares. Mais ce qui est frappant chez ces grands hommes, c'est l'humilité, la modestie et aussi l'honnêteté intellectuelle en tant que leader. Ce qui est frappant, je préfère lire un peu parce que il dit ceci dans ses mémoires en quelque sorte: je dois m'en tenir à notre serment. Jamais
Et cela, en aucune circonstance, ne rien dire d'inconvénient sur les autres. Le problème, bien sûr, est que la plupart des hommes accomplis sont sujets à une certaine forme de vanité. Au cours de leur vie, il arrive à un moment où ils se laissent aller à l'égoïsme et se vantent en public de leur exceptionnelle réussite. Il existe un doux euphémisme pour l'autosatisfaction. On nomme cela autobiographie. Donc c'est un homme très modeste, humble. La leçon qu'il faut tirer pour ceux qui veulent faire la politique et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. D'abord, ceux qui veulent faire la politique, ils doivent apprendre sans sacrifice. Quelqu'un qui peut facilement faire 27 ans de prison, il sort, il négocie avec le bourreau, et là, il installe la paix, une paix durable. Mais au niveau politique, entre au pouvoir, il ne fait qu'un seul mandat. Alors qu'aujourd'hui, nos chefs, conseillés par des conseillers qui ont fait des études en Occident, veulent faire des mandats à vie. Moi, j'ai dit, Mandela, c'est l'antipode de Mobutu. Mandela est sorti grand. Mobutu voulait faire 100 ans au pouvoir. Il est sorti par la petite porte. Regardez les leçons qu'il faut retenir pour ceux qui veulent faire la politique et ceux qui sont en politique. Voilà, merci professeur Gilbert Mobangui. Merci Oscar. Merci Freddy Mulumba. Merci, Oscar. Mais avant de mettre terme à cette émission, je voudrais lire un extrait de ce livre de Mandela, Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce paragraphe? J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas hésiter. J'ai fait beaucoup de faux pas. Mais j'ai découvert ce secret. Après avoir gravi une haute colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour contempler l'admirable paysage qui m'entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j'ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu'un instant. Avec la liberté viennent les responsabilités et je n'ose m'attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin. Là, c'est Mandela, à travers ce livre, Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça, c'est le tout premier numéro pour ce spécial Nelson Mandela. On va également se retrouver prochainement pour le deuxième numéro jusqu'aux obsèques de Nelson Mandela. Au revoir et à la prochaine.